Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bien, alors aujourd'hui on va parler du Chili, des débats de la Convention constitutionnelle, qui est une expérience démocratique et institutionnelle extrêmement intéressante, avec une Chilienne, avec Diana Saavedra López, qui est docteure en histoire. Bonjour. Bonjour. Et donc je vais vous demander de nous présenter un petit peu l'historique de cette convention. D'où est sortie cette convention? On va commencer par le débat, le début, essayer d'avancer chronologiquement, progressivement, et voir comment cette convention travaille et comment elle peut se terminer. Donc, comment est-ce que ça a commencé? D'où est sortie cette convention? Oh là là. C'est une question très intéressante et très importante. Bon, d'abord, bonjour. Bonjour, oui. Merci beaucoup pour cette possibilité de parler du Chili et du processus d'écriture de la nouvelle constitution, que c'est vraiment super important pour nous autant que Chiliens. Quelle est l'histoire de la Convention? Pour comprendre où on est maintenant au Chili, il faut commencer par le 18 octobre 2019. C'est la date que on considère le début de la révolte populaire au Chili. Une révolte qui a né de l'idée de changer le modèle économique et de la crise des partis politiques au Chili. Ce qu'on a compris dans cette révolte, c'est que les règles du Chili étaient écrites dans la Constitution et que donc, pour changer notre pays, il fallait changer la Constitution. Une précision, le modèle économique, ça veut dire aussi le mécontentement social. Il y a les Chiliens qui ont manifesté en 2019 dans la rue étaient mécontents sur un certain nombre de points. Quels points exactement? D'abord, le modèle économique néolibéral. Et dans ce modèle, il y a trois axes qui sont importants. Le système de santé, le système d'éducation et le système de retraite. C'est vrai que tous les modèles, c'est un modèle compliqué pour les citoyens, mais ces trois domaines sont les plus importants qui ont réveillé les critiques dans la révolte populaire. La santé, où la santé publique est vidée absolument des ressources économiques et donc on doit choisir la santé privée. L'éducation, pareil, l'éducation publique n'existe pas vraiment. Il faut toujours aller dans le système privé et le système de retraite. Ça veut dire concrètement que si quelqu'un est malade, prenons n'importe quelle petite maladie, ça lui coûte très cher. Très cher. Et si quelqu'un également veut aller à l'université, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que cela coûte à un Chilien de se faire soigner dans le privé ou d'aller à l'université privée? Bon, pour la santé, c'est vraiment par exemple, n'importe quelle maladie ou un traitement normal, ça peut coûter 400 €. Quelque chose normal, c'est-à-dire juste aller chez les médecins. Juste aller pour demander, écoutez, j'ai quelques problèmes, ça peut arriver à ces prix. Après, l'éducation dans les universités, sont des prix incroyables. Par exemple, moi, je suis professeur d'histoire. J'étais 5 années dans l'université. Et la dernière fois que j'ai vu ma dette, elle était de 10 000 €.
La dernière fois, je pense que ça a été 4 ans que j'ai vu cette dette. Même que j'ai déjà payé, ça finit jamais. Donc, on dit toujours, c'est la dette de l'université, c'est encore pire que la dette pour acheter une maison. D'accord. Et pour les retraites, c'est la même... La question de la retraite, c'est différent parce que les Chicago Boys, ils sont promis aux Chiliens que les nouveaux systèmes de retraite mis en place dans la dictature militaire, Par capitalisation. par capitalisation, ce système allait nous permettre d'avoir presque les mêmes salaires que tu avais en tant que travailleur. D'accord. Ça fait 10 années qu'on commençait les premières retraites de ce système. On a compris que la relation entre ton salaire et ta retraite était très différente de ce qui était promis. Absolument, absolument. Et je pense franchement que des 3 domaines, les plus importants pour comprendre la révolte populaire, c'est le système de retraite. Parce que ceux qui ont commencé la révolte sont les étudiants. Oui. Les étudiants qui vont changer le système de retraite parce que ils sont avec ses parents qui commencent ce système. Donc, le plus important des 3 domaines, c'est sans doute le système de retraite. Mais dans les manifestations, c'était les jeunes, les étudiants qui étaient les plus présents. D'abord, quand la révolte a commencé, c'est vrai que les étudiants étaient les acteurs plus importants. C'est pour ça qu'on a la phrase « les étudiants ont réveillé notre pays ». Cependant, après quelques jours, c'est toute la citoyenneté qui s'est engagée dans cette révolte. Et ça a été très important parce que après les étudiants, on a eu les citoyens autant que citoyens, c'est-à-dire sans les partis politiques, juste des personnes qui sont sorties dans la rue pour changer les choses. Alors comment on est passé du mécontentement, je vois très bien, du mécontentement à la rue, et comment on est passé de la rue à la Convention constitutionnelle? Voilà. Comment ça s'est passé? C'est la force des manifestations. Parce que, après, bon, les derniers points que je voulais bien marquer, c'est le féminisme. D'accord? On avait les étudiants, les citoyens et les féministes. Avec ces 3 acteurs, la révolte populaire a pris une puissance tellement grande que le Parlement chilien a compris qu'il fallait trouver une solution pour cette crise. Parce que le président de la République, Sebastián Piñera, n'a pas voulu écouter les manifestations, n'a pas cherché les dialogues, n'a pas cherché des solutions. Et donc, le Parlement a compris qu'il fallait vraiment ouvrir les débats parce que la révolte était très grave. D'accord? Dans ces moments... Sebastián Piñera qui représente la droite des affaires. La droite économique. Économique. Absolument économique. Qui voulait pas écouter, qui voulait pas parler, qui voulait rien. Même il voulait continuer la vie comme si rien s'est passé. D'accord? C'est pour ça que... Oui, il faut rappeler que le Chili, à ce moment-là, devait être le siège de la COP. Oui. Oui. Et qu'il a fallu abandonner ce projet parce que les événements ne le permettaient plus. C'est ça. Parce que d'abord, la révolte a commencé à Santiago.
Mais petit à petit, les régions se sont engagées et vraiment la force du mouvement social était tellement grande que on risquait la démocratie, on risquait la stabilité, on risquait presque tous les domaines de la vie au Chili. Donc, le Parlement chilien a pris le pouvoir, a pris le contrôle. Ils ont compris qu'il fallait trouver une solution ou au moins donner une réponse aux citoyens. Donc, le 15 novembre de quelle année? 2019, D'accord. Ils ont créé le document qui a permis la création de la Convention pour la nouvelle Constitution. D'accord. Et cette idée est née de la rue. C'est-à-dire, nous avons demandé une nouvelle Constitution. Ce que le Parlement a fait, c'est de créer la possibilité légale de l'avoir parce que selon l'ancienne Constitution, mais il a fallu quand même passer par une consultation populaire. Après. D'abord, c'est l'accord, les documents du 15 novembre. D'accord. Où tous les partis politiques étaient représentés, ils ont signé pour sauver la démocratie. Vraiment, c'était l'idée, sauver la démocratie. Après, dans les mêmes documents, s'est établi les référendums pour la nouvelle constitution et les référendums pour choisir les représentants de chaque région pour l'écriture de la constitution. Donc, la convention est née de la révolte populaire. Et pour moi, c'est très important de dire ça parce qu'il faut jamais oublier qu'on a lutté dans les rues pour cette constitution. C'est pas quelque chose qui vient des partis politiques. Ils ont signé un document parce que les citoyens ont demandé dans les rues. Ça s'est vu d'ailleurs dans le résultat des constituants, de ceux qui ont été élus. Absolument, absolument. Après l'accord, on a eu quelques mois pour présenter des candidats. Bon, d'abord, on a eu les référendums pour choisir une nouvelle constitution. Donc, ça a été le oui qui l'a emporté. Voilà. Et puis, c'est l'élection pour les représentants de chaque région. Ça a été très intéressant parce que dans les documents du 15 novembre, il y avait la possibilité que le Parlement travaille dans la Constitution, c'est-à-dire la possibilité que quelques députés participent de l'écriture de la Constitution ou que ce soit une convention sans le Parlement avec de nouvelles personnes. Et c'est le choix qu'on a eu dans les élections des représentants. Et dans cette convention, on voit la crise des partis politiques parce que... Donc, qui c'est qui a été élu finalement pour participer aux travaux de cette convention? Quel est le profil, en gros, des constituants? Est-ce qu'il y a des représentants qui viennent tous de la société? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui viennent des partis, des syndicats? Comment est-ce qu'on peut les définir? Bon, c'est une convention très diverse, d'abord. Vraiment, je pense que tout le Chili est représenté. Les partis politiques ont réussi quelques places. Ils avaient le droit à présenter des candidats pour avoir quelques places. Bon, ils ont gagné, ils sont dans la convention. Mais ils ne sont pas les plus importants. Qui sont les plus importants dans cette convention? Les mouvements sociaux avec ce qu'on appelle les indépendantes. D'accord. C'est-à-dire des personnes, des citoyens de tous les domaines de la vie qui se sont présentés en tant que candidats
pour être élu. Donc, dans la convention, tu vois vraiment tous les domaines représentés. L'éducation, la santé, l'économie, l'écologie et même la droite chilienne est représentée. Par exemple, dans ta ville, Valparaíso, qui a été élu? Dans ma ville, c'est une ville très intéressante parce que la plupart des personnes qui sont dans la convention viennent du mouvement écologiste. D'accord. On a une crise écologique dans la région de Valparaíso et dans la ville de Quintero, par exemple, et dans les villes qui sont, par exemple, les producteurs agricoles. Donc, c'est une pollution? Non, c'est la crise de l'eau. Ah, la crise de l'eau. La crise de l'eau. Parce que on a la production des avocats au Chili. D'accord. Et cette production des avocats est dans les entrepreneurs privés qui ont pris l'eau des fleuves pour la production et cela nous a amené à une crise énorme où aujourd'hui la ville de Melón, de Nogales, de La Calera, par exemple, risque de ne pas avoir l'eau dans les maisons. Qui est captée par les agro-exportateurs de... Exactement. Donc, dans la région de Valparaíso, les représentants viennent du mouvement écologiste. C'est très marqué ça. Par exemple, la défense de l'eau dans Cabildo, La Ligua et la défense des environnements, par exemple, à Quintero, où c'est la question de la pollution. Là-bas, c'est la question parce que la Constitution du Chili a créé l'idée des zones, des régions où il est permis la pollution. C'est la Constitution actuelle. Et donc, on a Quintero et Puchuncaví qui sont des zones où la pollution est autorisée. Absolument. Donc, ça donne une force au mouvement écologiste qui a été très représenté dans les élections de la Convention. Alors maintenant, là, c'est une question fondamentale. Il y a un mouvement populaire. Elle oblige le Parlement à prendre en compte ce qu'elle demande, c'est-à-dire une nouvelle constitution pour recréer des services publics, en fait, qui avaient disparu dans l'éducation. Pour récupérer les droits. Les droits sociaux. Alors, est-ce que dans son fonctionnement, cette convention constituante a préservé ce contact avec la rue, avec les gens? Absolument. Comment fonctionne cette convention? D'accord. Bon, d'abord, la convention est une convention très démocratique qui veut représenter l'esprit des manifestations du 18 octobre. Même il y a des représentants de la rue qui sont dans la convention. Donc, ils ne sont pas voulu lâcher la relation avec les mouvements sociaux. D'abord, ils ont créé des commissions selon les domaines de la vie d'une société pour rédiger les textes. D'accord? C'est-à-dire éducation, santé, retraite, économie, etc. Et puis, ils ont créé les possibilités de participation avec les propositions de loi. Une possibilité de participation à une majorité, à tous ceux qui le veulent. À tout le monde. Et concrètement, comment ça se passe? Comment on pouvait participer en habitant au sud du Chili, au nord, sans nécessairement être à Santiago? Bon, c'est la magie de l'Internet. Très bien. Explique-moi. Parce que, bon, ils ont ouvert une plateforme sur
Internet où chaque association avait le droit de présenter une proposition. D'accord? Cette proposition devait respecter quelques formats, etc., etc., et présenter au moins 4 pages où tu devais rédiger des possibilités des articles D'accord. de loi. Pour les transmettre aux élus de la Convention. Pour les présenter d'abord dans la plateforme pour être choisis par les citoyens. D'accord. C'est-à-dire, chaque association pouvait présenter une proposition dans la plateforme. Par exemple, toi, tu as participé aux travaux de la commission Sciences et Éducation. Éducation et droits humains. Et droits humains. Et comment ça s'est passé? Comment tu as pu participer? J'ai pu participer grâce à l'invitation du Syndicat national de l'éducation. Et bon, je voudrais remercier à Michael Umagna, qui est le président du syndicat. Il m'a invité en tant que docteur en histoire et spécialiste éducation et droits humains. Qu'est-ce qu'on a fait? On a élu les sujets plus importants pour l'éducation, ou par exemple, on a la responsabilité de l'État dans l'éducation publique, les droits à l'accès de l'éducation, c'est-à-dire ne pas payer pour l'éducation, le respect par le travail des enseignants et les droits des enseignants, et puis une éducation qui travaille pour les droits humains. C'était l'idée d'un paradigme éducation et droits humains. D'accord. Avec ces 4 idées, on a construit l'esprit de chaque idée pour présenter, bien sûr, aux enseignants, aux élèves et aux citoyens. C'était ouvert. On a travaillé avec des assemblées qui étaient dans les écoles, dans les parcs. Dans tout le pays. Et bon, nous avons travaillé à Valparaiso, mais c'est un processus développé dans tous les pays. Selon le même modèle. Selon le même modèle. Bon, c'est vrai que chaque association avait sa façon de s'organiser, mais au moins le syndicat national de l'éducation a choisi une façon très ouverte où, par exemple, les parcs ont été utilisés pour les débats. Nous étions, par exemple, dans les parcs, la ex-carcel de Valparaiso, ouvert, où tout le monde pouvait assister, où tout le monde pouvait prendre la parole. Et puis, on a utilisé les écoles de Valparaiso pour les débats, pour les séminaires, pour les débats. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Il y a combien de personnes qui ont participé à Valparaiso, aux travaux de ta commission? Aux travaux de la commission, une dizaine de personnes. Oui, on était, je sais pas, 20 personnes, mais ça dépend, on n'était pas tous les temps les mêmes. Des fois, on avait des invités, même moi, j'étais invitée dans des autres associations. Non, tu me dis que dans les parcs, il y avait beaucoup de gens. Ah non, dans les parcs, il y avait beaucoup de monde. Non, dans les parcs, c'était vraiment ouvert, on avait... Tout le monde pouvait participer. Mais les personnes qui participaient à ces débats ouverts, grand public, qu'est-ce que leurs paroles, comment elles se transmettaient? Comme ça, avec un micro, on laissait... Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui prenait une note, s'il y avait des propositions intéressantes, ou qu'est-ce qu'il en restait à la fin de la réunion? D'abord, le fonctionnement, c'était super simple. D'abord, le président du syndicat, Michael Umagna, il a pris la parole
pour expliquer les 4 sujets, les 4 points de l'esprit de la proposition. Et puis, on a laissé ce qu'on appelle les micros ouverts. Les micros là, qui voulaient prendre la parole, avaient le droit de prendre les micros et parler. Et puis, tout le monde qui font partie des commissions avec nos ordinateurs, on prenait des notes. Et puis, voilà, réunion, rendez-vous Zoom. Encore la magie d'Internet. Et dans ce débat, les plus importants, la demande plus importante des citoyens, c'était la question du coût de l'enseignement. Vraiment, c'était pas une question du paradigme, c'était pas une question trop intellectuelle. Vraiment, les citoyens ont demandé que l'éducation... Un accès universel. Voilà. Que l'éducation soit gratuite. Je veux dire que l'éducation soit prise en charge par l'État. D'accord. Que ça ne soit pas un bien de marché. Et ça, je l'ai trouvé très important. Tous ces débats se sont déroulés pendant combien de temps? 4 mois, je crois. Et alors, à la fin, il faut bien écrire une synthèse. Comment ça s'est passé? Super synthèse. Oui. D'abord, une synthèse de combien de pages? Bon, on devait présenter maximum 4 pages. 4 pages. C'était tout le travail. On devait les résumer en 4 pages parce que c'était pas la seule proposition. Bien sûr que toutes les associations ont présenté, mais on est arrivé à un document capable de représenter l'esprit des demandes des citoyens. D'abord, les demandes des enseignants, parce que c'est une proposition qui est née des enseignants. Et puis, qui représente l'esprit des citoyens qui sont intéressés à l'éducation nationale. C'est vrai que dans 4 pages, tu ne peux pas beaucoup dire, tu ne peux pas vraiment développer grandes choses par rapport au débat qu'on a eu, par rapport aux idées qu'on a écoutées. Mais au moins, ce texte représente l'esprit des enseignants de la région de Valparaiso et des citoyens qui ont participé dans les assemblées. Et il y avait une date limite pour présenter ce document? Oui, c'était janvier. Ouais, c'était janvier. Janvier. Oui. Et donc, mais après... Oui, c'est transmis à la Convention. Pas encore. Ah. Après les 4 pages, après le document final, devait entrer dans la plateforme de la Convention et recevoir 15 000 signatures. D'accord. Avec les 15 000 signatures, ces documents de 4 pages, de 3 pages, 2 pages, ça dépend, avaient le droit d'arriver à la Convention. Et c'est le fonctionnement pour toutes les associations. Donc, d'abord, c'était le travail des assemblées avec les citoyens. Après, la rédaction du document avec les idées, les demandes des citoyens. Et puis, la demande des signatures, des 15 000 signatures pour vraiment finir dans les commissions de la Convention. Et alors maintenant, tous ces documents, sur tous les thèmes possibles, ont été transmis à chaque commission spécialisée de la Convention. Exactement. Et la Convention doit transformer tout ça en article de Constitution. Voilà. À quelle date? Juin. Normalement, le texte final de la Convention doit se présenter juin de cette année. Et le calendrier va être respecté? Ça dépend parce que selon les documents du 15 novembre qui a créé la Convention, ils ont le droit de demander 3 mois pour finir. Une rallonge. Voilà, de 3 mois pour finir les documents. Et selon les présidents de la Convention,
ils vont demander les 3 mois parce que c'est vrai qu'ils sont très bien travaillés, mais c'est vrai aussi que c'est la constitution du Chili et donc c'est un énorme travail. Et donc, une fois que cette constitution, en juin ou en septembre, sera écrite, qu'est-ce qui se passe? Dans ce domaine, c'est pas trop clair parce que l'accord du 15 novembre n'établit pas clairement la route. D'accord? Cependant, normalement, le processus doit être le suivant. Le texte final va passer dans une commission qui va les préparer pour les présenter aux citoyens. Une fois cette présentation soit prête, ils vont choisir la date d'un référendum pour approuver ou refuser la nouvelle constitution. Et le Parlement intervient, le Parlement qui a été élu aux dernières élections. Le Parlement, il est clé parce que comme dans notre constitution, la convention n'existait pas, il faut créer les lois qui permettent, par exemple, la commission qui fait l'appel du référendum, il faut créer la loi qui va permettre les référendums, il faut tout créer, en fait. Donc, le Parlement chilien est clé pour permettre l'achèvement du processus. Voilà. Normalement, si la constitution et la nouvelle constitution est acceptée, voilà, on a une nouvelle constitution, la période de Pinochet sera morte, mais si le document final n'est pas accepté, selon accepté par le référendum. Dans le référendum, on continue avec l'ancienne. Voilà, pas l'ancienne. Enfin, l'actuelle. L'actuelle constitution. Malheureusement, elle n'est pas l'ancienne. Elle est encore la constitution du Chili. Voilà. Et c'est le risque. Et donc, pour terminer, je veux dire qu'il y a un risque de grippage dans la mesure où la constituante est composée de personnes indépendantes, mais de gauche. Et le Parlement actuel a une majorité qui n'est pas de gauche. Donc il peut y avoir des difficultés pour que le calendrier soit respecté de façon linéaire. Oui. Et bon, je pense que ça va être une lutte parce que vraiment le Parlement qui va commencer le 11 mars, c'est un Parlement plutôt de droite. Parce que c'est pas la question de numéro, parce que la droite a ses places, mais la gauche chilienne a perdu aussi des places importantes dans les parlements. Par exemple, le Frente Amplio, on a pensé qu'il allait avoir encore des places. Et il a eu des places, mais pas ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. Le Frente Amplio, c'est le regroupement qui soutient le nouveau président, Gabriel Boric. Voilà. Donc, la gauche chilienne est pas très bien représentée dans le Parlement. C'est un Parlement vraiment très rare, ce qu'on a, où l'extrême droite a des places importantes. La droite chilienne est encore avec ses places. Il y a de nouveaux partis politiques, comme les partis politiques de Parisi, qui vraiment... C'est un parti libéral. On ne sait pas si... Parce que quelquefois c'est de droite. Et la gauche chilienne conserve les places. Ils ne sont pas réussis à vraiment avoir un parlement... Une majorité, oui. Voilà. Alors, ça va être compliqué, mais je crois que le fait que Gabriel Boric soit le nouveau président, ça va beaucoup aider à la convention. Vraiment, il a déclaré le soutien absolu à la convention, c'est-à-dire renseigner aux citoyens sur le texte final et défendre les référendums finaux et bien sûr défendre les textes. Donc c'est vrai que
le Parlement, c'est un Parlement plutôt de droite, je pense. Mais le fait que Gabriel Boric soit au pouvoir avec les Frente Amplio, avec les partis communistes, avec les mouvements sociaux, ça va beaucoup aider dans le sens de la légitimité de la Convention et dans le sens de le renseignement nécessaire pour la population. Parce que vraiment pour... Et il y a également un autre aspect signalé dont on a parlé avant cet entretien, c'est le côté consensuel et de Gabriel Boric qui permet d'arrondir peut-être les difficultés puisqu'il s'est déclaré ouvert à un dialogue non seulement avec ses soutiens, du Frente Amplio, du Parti communiste, des mouvements sociaux, mais avec ceux qui sont sur sa droite, la concertation, et même avec les partis de droite. C'est très intéressant la question parce que ça me permet d'aller dans un point super important qu'on n'a pas touché, c'est la pandémie. Parce qu'on a eu la révolte populaire, on avait les choses très claires, ce qu'on voulait, le changement absolu du modèle économique, le changement absolu de partis politiques. Mais la pandémie a créé une crise économique tellement grande au Chili qu'on a compris que pour les gouvernements, il fallait travailler avec tout le monde. Et c'est l'esprit qui a représenté Gabriel Boric. Vraiment, il a été capable de montrer, par exemple, dans les médias, dans les débats, qu'il était ouvert au dialogue, qu'il était ouvert pour parler avec tous les forces sociales, politiques et surtout économiques. Et dans ce sens, la pandémie est clé. Parce que la crise économique au Chili, elle a été énorme. Et maintenant, il faut vraiment monter la question économique. Et dans ce sens, Gabriel Boric, il a déclaré s'engager dans la récupération économique. Et pour ça, il faut vraiment parler, discuter avec les entrepreneurs, même s'ils sont de droite. Donc, bien. On est obligé d'arrêter là. On aurait pu continuer pendant très longtemps, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Et attendons de voir les événements. Et le constat qu'on peut faire en tous les cas, c'est qu'on a un processus constitutionnel tout à fait original qui s'est fait non seulement avec des représentants élus, mais aussi en dialogue permanent, d'après ce que vous nous avez expliqué, avec la société. Donc merci pour toutes ces explications. Non, je vous en prie. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.